Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui, nous attaquerons avec Nicolas qui nous parlera de la migration animale. Ensuite, nous aurons Magali qui nous présentera la génétique comportementale. Et juste après, je vous ferai une chronique sur Cléopâtre et les serpents. Puis nous aurons Lilian qui nous présentera sa dernière partie de ses chroniques sur l'histoire de la médecine. Et enfin, nous terminerons sur un quiz fait par Nicolas sur l'hiver. Et on commence tout de suite avec Nicolas qui va nous parler de la migration animale. Mais juste avant de commencer, je voulais savoir si tu vas parler de la migration naturelle ou juste provoquée par des changements climatiques. Et bien du coup je vais vous parler de la migration naturelle, mais qui du coup comme vous vous en doutez, il y a des migrations été-hiver, ça change en fonction du climat. Mais du coup si tu parlais de changements climatiques provoqués par l'homme, non je fais pas de ce genre de migration. D'accord. Donc tout d'abord j'ai commencé par définir le terme migration, parce que pour les animaux c'est un sens un petit peu différent. Donc pour les animaux ça caractérise un déplacement périodique d'une population vers un autre lieu et de distance plus ou moins grande. Donc le fait de dire périodique, ça sous-entend qu'il y a un trajet aller puis un trajet retour. Parce que s'il y avait qu'un seul aller, ça s'appellerait une colonisation en fait. Ce serait juste une population qui s'installe dans un autre milieu. Alors du coup, là je vais vous parler de migration animale, donc forcément la première chose à laquelle vous pensez, les premiers animaux, je suppose que ça doit être les hirondelles, qui quand elles s'en vont, elles signalent le début de l'hiver, et quand elles reviennent, c'est l'arrivée du printemps en général. Mais il y a d'autres animaux qui font ça, qui migrent, et est-ce que vous en connaissez d'autres, vous ? Vous pourriez me dire des noms d'animaux qui font des migrations ? Saumon. Oui, le saumon. Les cigognes aussi, non ? Les cigognes. Les dauphins, non ? Les dauphins, c'est possible. Il y a beaucoup d'animaux marins en fait qui migrent. D'autres peut-être ? Là comme ça, non, il n'y a rien qui me vient. D'accord. Alors oui, donc en fait la plupart des poissons ou des animaux qui vivent dans les océans migrent. Les seuls poissons des océans qui migrent pas en fait, c'est les poissons qui vivent dans les récifs de coraux. Donc vous connaissez les poissons clowns ou des choses comme ça. Et en fait chez les poissons, il y a trois types de poissons qui migrent. En fait, il y a ceux qui vont migrer en restant dans l'océan. Donc ils vont migrer d'un point à un autre dans l'océan. Il y a ceux comme les saumons dont a parlé Corentin qui en fait vivent dans la mer, mais lorsqu'ils migrent, ils vont aller en eau douce et ils remontent le cours des rivières. Et le troisième type, c'est ceux qui vivent en eau douce et qui vont migrer dans de l'eau de mer. Et donc l'exemple le plus connu, c'est les anguilles par exemple. Sinon, une autre classe d'animaux qui migrent beaucoup, ce sont les oiseaux. Donc, vous avez parlé des cigognes, j'ai parlé des hirondelles, il y a aussi les oies sauvages, les canards colverts, vraiment beaucoup d'oiseaux qui font ça. Sinon, vous n'avez pas parlé du tout des insectes. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler des criquets pèlerins ou même des papillons. Il y a les papillons monarques en fait qui est vachement connu parce que c'est vraiment des gros nuages de papillons orange comme ça. Il y a des fourmis aussi, j'avais vu en Afrique. Ouais, il y a quelques fourmis, ouais, mais pas toutes les espèces, mais c'est possible. Après les fourmis, faut pas confondre parce que souvent les fourmis elles se déplacent en groupe, mais c'est pour coloniser une nouvelle zone. Du coup, elles retourneraient pas où elles habitent. C'est ça. Ah, il y a les grenouilles aussi, je crois, qui font ça souvent. Grenouilles, je l'ai pas noté. J'ai pas noté d'amphibiens. Et donc sinon il y a les tortues marines, un peu dans le même délire que les poissons. Il y a aussi certains mammifères, mais souvent c'est des mammifères en fait qui vivent dans des régions froides et qui vont se déplacer. Donc on a par exemple les rennes, les bisons, les gnous, et aussi un exemple assez particulier, c'est les lemmings. En fait les lemmings c'est une raison particulière et du coup je vais pas m'attarder dessus parce qu'en fait ça dépend un peu de l'homme. C'est parce qu'ils ont moins à manger et du coup en fait le phénomène il est pas naturel de base, mais du coup ils migrent tous les ans et changent de pays en fait. Tu pourrais décrire ce que c'est qu'un lemming ? Un lemming c'est une sorte de... c'est un petit rongeur en fait qui vit en Afrique. Alors du coup, maintenant on va venir au pourquoi est-ce qu'il y a des animaux qui migrent et d'autres qui migrent pas. Alors il y a différents facteurs, je sais pas si vous avez des idées. Pour se reproduire, généralement ils vont à l'endroit où ils sont nés, comme les tortues marines, les saumons. Oui c'est ça. Normalement il y en a d'autres mais il n'y a rien qui me revient. Ok, c'est ça, il y a le facteur de la reproduction. Il y en a d'autres peut-être ? Vous avez peut-être d'autres idées ? Des facteurs plus climatiques pour aller dans un climat un peu plus favorable en hiver par exemple. Oui, pour passer l'hiver, c'est un bon exemple. T'as pas d'idée Magali ? Pas du tout. Ok, Pour donc, la nourriture aussi peut-être. c'est ça. Et en fait la nourriture c'est lié au climat. Ouais, En j'allais le dire. général, en fait, par exemple les hirondelles elles partent. C'est parce que oui certes il va faire trop froid et elles vont avoir du mal à survivre avec le froid, mais aussi parce qu'il y a moins de denrées alimentaires et du coup elles vont se déplacer parce que là où elles vont il y a plus de nourriture et des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que les animaux avant de migrer ils font des réserves de graisse et d'énergie et donc du coup ils prennent du poids en fait, ils sont plus gros avant de partir migrer. Mais il y a certaines espèces aussi, une fois qu'elles commencent à migrer, comme les saumons, elles arrêtent de manger. Et une fois que les saumons arrivent où ils doivent arriver, ils sont complètement fins, ils ont plus de ressources, ils arrivent même à s'autodigérer en fait certains organes. C'est possible, je sais pas, j'ai pas... Je t'avoue que ça j'ai pas entendu.
Mais je sais qu'il y a une espèce d'oiseau qui vole en fait pendant 8 jours de suite, sans s'arrêter. Et qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres, juste pour migrer. Sinon, il y a donc dans les autres causes de pourquoi il y en a qui migrent. Alors donc par exemple pour les bisons et les gnous notamment, c'est pas vraiment un facteur de température, mais c'est plus dû aussi aux saisons, mais avec les sécheresses ou les choses comme ça, qui en fait ils vont changer de zone. Et après sinon il y a l'horloge interne en fait qui va les faire migrer. C'est lié en fait à la température, donc à l'hiver qui arrive, sauf qu'ils vont pas forcément le faire quand la température elle va baisser. Ils vont pas forcément attendre, en fait ils vont partir toujours à la même période de l'année, même si les conditions sont encore favorables, mais pour être sûr qu'en arrivant là-haut, ils sont capables de le faire. Donc ça c'était les causes. Après sinon il y a certains organismes en fait qui vont migrer, mais pas par choix. Donc ça concerne principalement des organismes parasites. Mais aussi, je pense que vous connaissez les poissons qui s'appellent les rémonces. Non, moi ça me dit rien. Alors en fait, les poissons rémonces, c'est les poissons que vous avez sûrement déjà vus dans des documentaires animaliers, qui en fait se fixent sur des poissons plus gros pour les nettoyer. Ah, c'est ce qui s'y met en dessous des requins, non, par exemple ? Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, ces poissons-là, ils vont suivre les requins pendant leur migration. Donc au final, eux, ça leur fait une sorte de migration, même si c'est pas de leur fait, en fait, c'est pas eux qui choisissent de migrer, c'est juste qu'ils vont suivre les requins. Donc voilà, ça c'était pour les causes. Donc maintenant, il y a 3 grands types de migrations qui sont les migrations de grande distance, comme par exemple pour les hirondelles qui vont parcourir des milliers de kilomètres. Mais sinon, il y a des migrations de petite distance. En fait, c'est juste des espèces qui vont se déplacer. Donc par exemple, il y a des espèces d'oiseaux qui vont juste passer du nord de l'Irlande au sud de l'Irlande. C'est juste pour quelques degrés ou alors pour retrouver leur lieu de naissance. Et donc c'est très significatif. Et il y a même un type de migration encore plus locale qui est en fait une migration qu'on appelle une migration verticale. C'est qu'en fait, avec des espèces de papillons notamment, qui en fait sont au pied d'un massif, et une fois que l'été vient, ils remontent au-dessus parce qu'au printemps, il va y avoir des fleurs qui vont apparaître dans les pâturages, et du coup, ils vont monter de 1 km de dénivelé pour vivre, et ensuite, ils vont redescendre plus tard. Donc c'est les 3 grands types de migration. Et enfin, le dernier point, c'est la manière dont les animaux font pour se déplacer. Donc ça, en fait, et pour se repérer lors de leur migration, surtout sur les grandes distances. Ça, j'en avais déjà parlé dans ma chronique sur les 6e sens. Donc il y a la plupart des animaux en fait qui possèdent une espèce de boussole interne qui se repère grâce au champ magnétique terrestre. Ça, c'est le plus grand facteur qui fait que les animaux ils se repèrent. Sinon, il y a quelques spécialistes qui défendent l'idée qu'ils se repèrent grâce à leur odorat. Et en fait, par exemple pour les oiseaux, à telle durée de vol, ils sentiront cette odeur, donc ils seront sur la bonne voie, etc., etc. Et le 3e point important, c'est aussi l'apprentissage. Et en fait, le fait quand les animaux sont jeunes, ils font le trajet avec leurs congénères plus âgés qui l'ont déjà fait, et après ils savent le refaire. Parce qu'en fait, ils se rappellent de quoi faire, et c'est plus forcément en se repérant. C'est une habitude qui leur a été donnée. C'est une habitude, c'est comme vous, quand vous faites un trajet tous les jours, au final, vous n'avez pas besoin d'une carte parce que vous savez où vous allez, quoi. Donc voilà, merci d'avoir écouté. Eh ben merci Nico, tout de suite on va faire une petite pause avec Blau et après on retrouve Magali qui va nous présenter la génétique comportementale. A tout de suite. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en étions à Magali qui va nous parler de la génétique comportementale. Alors oui, donc déjà je vais faire quelques rappels donc, sur ce que c'est que la génétique, quelques mots. Donc la génétique c'est l'étude donc, de nos gènes, de notre ADN. Donc il faut savoir qu'entre chaque être humain, il y a 99% des gènes qui sont identiques. Donc nous tous ici on a 99% de tous nos gènes qui sont pareils. Et on a donc 1% de différences qui sont dues donc différentes du coup versions de ces gènes ou des mutations, etc. Et donc il y a eu une étude qui s'est effectuée sur 1932 personnes et sur plus de 1,5 million de gènes. Ils ont démontré que les personnes qui sont amies ont 1% de ces 1% qui sont identiques. Donc c'est-à-dire que 99,1% de leurs gènes sont identiques. Donc ça revient en fait à être cousin du 4e degré en fait. Donc est-ce que tu sous-entends que les amis du coup ils ont pas des interférences mais ils sont reliés un peu génétiquement au final ? Alors oui, et c'est justement pour ça qu'on peut se permettre aussi de parler de génétique comportementale. Donc c'est-à-dire que notre comportement peut être influencé en fait par nos gènes. Ouais. Et du coup c'est pour ça que forcément 2 personnes qui ont les mêmes gènes entre guillemets auront des comportements qui seront donc également similaires et donc deviendront amis en fait. Tu veux dire que inconsciemment on ressent que la personne elle nous ressemble plus au niveau génétique ?
C'est pas vraiment inconscient parce que du coup, si tes gènes définissent en partie ton comportement, deux personnes qui auront des génomes plus semblables que deux autres auront des comportements forcément qui marchent mieux en fait ensemble parce qu'ils auront peut-être 1% de différence. En fait, on perçoit pas que l'autre a le même génome que nous, mais c'est juste qu'il a des comportements semblables. Et oui, voilà, qui nous ressemblent. Il y a que moi qui trouve ça complètement dingue. Non, c'est fou. C'est fou. Vraiment, c'est fou. Et du coup, donc il faut savoir que l'homme est constitué d'environ 25 000 gènes. Et donc 99% de ces gènes, ça représente 24 750 gènes. Donc c'est 1% de différence. Au final, c'est quand même 250 gènes. Donc c'est pas 1%, c'est quand même une grande partie de notre génome. Et du coup, 99,1%, ça sera donc 24 775 gènes. Donc identiques entre deux personnes. Donc il y a également d'autres études qui ont été effectuées sur des jumeaux. Alors il y a deux types de jumeaux. Il y a les jumeaux monozygotes et les jumeaux dizygotes. Donc déjà, alors les monozygotes, ce sont ce qu'on appelle des vrais jumeaux. C'est-à-dire qu'ils proviennent donc du même ovule et du même spermatozoïde. Tandis que des jumeaux dizygotes sont des faux jumeaux. Donc ils ne proviennent pas du même spermatozoïde. Donc les jumeaux monozygotes auront donc leur génome totalement identique à moins qu'il y ait des mutations, mais après la fécondation du coup. Puisque c'est la même cellule souche en fait, la même cellule œuf de base. Alors que des jumeaux dizygotes du coup n'auront pas entièrement le même génome. Et alors du coup, par exemple, donc l'étude dont je vais vous parler a été faite donc, sur l'apparition de la schizophrénie. Donc des jumeaux monozygotes donc, qui sont normalement 100% identiques au niveau de leur gène. Et bien dans 48% des cas, les deux en fait sont schizophrènes. Tandis que si on prend des jumeaux qui sont dizygotes, on aura donc l'apparition de la schizophrénie dans 17% des cas pour les deux en fait. Et donc ensuite, il y avait aussi donc, des études qui ont été faites sur des cousins du premier degré. On arrive à 9% où la maladie se déclare chez les deux individus. Et pour des cousins du second degré, on est sur une proportion de 4%. Même quand deux personnes qui n'ont aucun lien de parenté, mais qui vivent dans le même environnement, on arrive tout de même à 1% en fait, où les deux personnes vont déclarer la maladie. Oui, les statistiques, c'est si jamais il y en a un des deux qui contracte la maladie, c'est les chances pour l'autre d'avoir la maladie. Oui, les chances que deux personnes dans le même environnement aient la maladie, compte tenu de leur gène. Oui, d'accord, parce que ça pourrait être mal interprété. En gros, ça veut dire que sur deux jumeaux, ils ont 40% de chances de tous les deux être schizophrènes. Bah, si un des jumeaux monozygotes est schizophrène, il y a 48% de chances que l'autre le soit également. Ouais, ok, voilà. C'est bon du coup. Et alors du coup, il y a également le fait que les jumeaux peuvent être élevés ensemble ou élevés séparément. Et donc, des études ont montré que lorsqu'ils sont élevés ensemble, ou peu importe, ensemble ou séparément, des jumeaux monozygotes auront quand même plus de chances de tous les deux être schizophrènes, tandis que des jumeaux dizygotes seront quand même moins touchés en fait. Peu importe, qu'ils soient élevés ensemble ou non, ça ne change rien. Est-ce que c'est vraiment un cas particulier de la schizophrénie ou ça touche vraiment toutes les maladies en général ? Ah non, ça touche tout, j'avais trouvé également les capacités cognitives. Là, j'ai les chiffres, j'avais gardé que les chiffres de la schizophrénie, mais il y avait vraiment beaucoup de graphiques sur beaucoup de maladies où ils arrivaient justement à faire des corrélations entre leurs gènes et l'environnement aussi, et les maladies. Et il faut savoir donc également que la génétique comportementale, on la retrouve pas que chez l'homme. Alors, est-ce que vous avez un exemple donc de... Normalement, vous l'avez vu, enfin, on le voit en première année. Ah, ça doit être sur la drosophile, non ? Ah non, pas du tout. Alors la drosophile, c'est... Je te rappelle, c'est les petites mouches qu'on étudie en fait beaucoup à la fac. C'est un peu l'organisme en fait de base en génétique. C'est le modèle de la génétique. Oui, voilà. Non, aucune. Bon. Non, désolé. Une espèce de singe. Ah non, pas du tout. Non, ce sont les abeilles. Les abeilles qui sont donc avec le caractère donc de l'hygiénisme. Et donc l'hygiénisme, en fait, c'est lorsque des larves en fait sont atteintes par une bactérie, donc elles sont infectées, elles deviennent malades. Et en fait, certaines abeilles ont la capacité en fait de les enlever des alvéoles, donc de la ruche, et d'éviter donc qu'elles se développent, etc. Et donc certaines abeilles ont la capacité de nettoyer en fait la ruche, donc elles sont appelées donc des abeilles hygiénistes, tandis que d'autres ne peuvent pas en fait. Elles n'ont pas du tout la capacité de faire ça. Et donc des études ont été faites dans différents cas. Donc dans certains cas, on mettait juste les abeilles avec les alvéoles, et dans ces cas-là, elles pouvaient ouvrir et enlever en fait la larve infectée, ou alors elles ne faisaient rien. Elles avaient vraiment un rôle particulier de retirer oui, en fait, les bébés, si je peux dire. Oui, en fait, okay. Ouais. Donc elles enlevaient l'opercule en fait de l'alvéole et elles enlevaient la larve infectée. Dans certains cas, si on enlève en fait l'opercule, des abeilles qui ne pouvaient pas avant nettoyer les alvéoles pouvaient le faire.
Donc c'est-à-dire qu'en fait, elles ont la capacité d'enlever la larve, mais pas d'ouvrir l'opercule. Tandis que, donc, des fois, vraiment, il y en a qui ne font rien du tout, même si on enlève l'opercule, ça change rien du tout. En fait, donc, il y avait 3 types d'abeilles. Celles qui peuvent ouvrir l'opercule et enlever la larve. Celles qui ne peuvent pas ouvrir l'opercule, mais qui peuvent enlever la larve, donc si l'opercule est ouvert avant, elles peuvent quand même enlever la larve. Et celles qui ne peuvent rien faire du tout. Du coup, il y a eu l'hypothèse qu'il y avait 2 gènes impliqués. Donc, un qui permettait d'ouvrir ou non l'opercule, et un qui permettait ou non d'enlever la larve. Donc certaines ont en fait la version du gène qui leur permettait d'ouvrir l'opercule ou non, du coup, selon la version qu'elles avaient, et pareil donc pour le fait d'enlever la larve. Et du coup, c'est là aussi qu'on voit que les gènes en fait des abeilles déterminent leur comportement, puisque elles deviennent ou non hygiénistes en fait. C'est le cas des fourmis aussi, enfin tout ce qui vit en ruche en général. Très certainement, j'ai vu que les... Parce que au niveau de la en classification, fourmilière du coup. les abeilles, c'est un peu les ancêtres des fourmis. Ok, je savais pas. Et donc tout ce qui se ressemble au niveau des ruches en général, elles ont toute cette particularité. Eh bien merci Magali, tout de suite on va faire une petite pause avec LP et son titre Girls Go Wild et on se retrouve juste après où je vous parlerai de Cléopâtre et de serpents. A tout de suite. Bienvenue ou bon retour sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite je vais vous parler de Cléopâtre et de serpents et juste après on retrouvera Lilian avec sa chronique sur l'histoire de la médecine. Alors cette fois-ci, je vais vous parler de la mort de Cléopâtre. Alors à moins que vous viviez dans une grotte, normalement vous savez qui est Cléopâtre, mais au cas où, on va faire une petite piqûre de rappel. Donc Cléopâtre, c'est une reine d'Égypte qui a régné à partir de 18 ans en moins 51 avant Jésus-Christ, et jusqu'à ses 57 ans, l'âge à laquelle elle mourut. Merci Wikipédia, et c'est justement sur ce point que nous allons nous intéresser. Déjà, est-ce que quelqu'un a une idée de comment elle est morte ? Elle est morte empoisonnée. Oui. C'est tout ? C'est déjà bien. Il y a diverses théories, mais ce qui est quasiment certain, c'est qu'elle s'est donné la mort probablement par du poison. C'est ça, exactement. Je vais revenir là-dessus après. Donc alors, cette reine d'Égypte, elle a eu beaucoup de compagnons, comme Ptolémée XIII et XIV, qui étaient accessoirement ses frères. Elle rencontra aussi Jules César, et juste après, ce fut au tour de Marc-Antoine avec qui elle va se marier. Et c'est justement lui qui va nous intéresser. Avant d'aller plus loin, je vais être obligé de faire une petite mise au point, car il existe plusieurs versions de la mort de notre chère Cléopâtre. Donc pour nos amis historiens qui peut-être nous écoutent, je vais me baser sur les textes de Plutarque. Donc ce monsieur, c'était principalement un philosophe et biographe du monde grec, et c'est lui qui a écrit la vie des hommes illustres, où l'on retrouve plein de biographies de personnages illustres comme Marc-Antoine, Alexandre le Grand, Jules César. Et je vous conseille vraiment de les lire, car ça a inspiré plein de grands textes comme Roméo et Juliette pour Shakespeare. Donc notre chère Cléopâtre, elle apparaît dans celle de Marc-Antoine, qui était son mari en Égypte, mais aussi général et homme politique qui rentra en guerre contre Octavius. Bon, malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas aller plus loin dans l'histoire politique, mais en gros retenez que juste Octavius et Marc-Antoine sont en guerre. Dans les textes de Plutarque, on nous explique que Marc-Antoine a été trahi lors d'une bataille décisive. Il tire en conclusion que c'est Cléopâtre qui en serait la cause. Donc craignant sa colère et son désespoir, elle part se cacher dans un tombeau où elle demandera à des servants de faire croire à Marc qu'elle s'est suicidée. Endeuillé par cette nouvelle à son retour, le grand Marc, énervé mais toujours fou amoureux de Cléopâtre, demandera à son esclave de le tuer, mais contre toute attente, l'esclave préféra se suicider plutôt que tuer un maître qu'il respectait autant. Et Antoine dira « Généreux Héros, tu m'apprends par ton exemple à faire moi-même ce que tu n'as pas eu la force de faire sur moi. » Sur ces mots, il leva son épée et se transperça le ventre avec celle-ci. Évanoui, mais pas mort, Cléopâtre demandera ce qu'on ramène Marc dans le tombeau où elle se trouve. Sur le chemin, il reprendra conscience et notre reine nettoiera son mari et l'accompagnera dans ses derniers instants. Peu de temps après ces événements, donc Cléopâtre demandera qu'on lui apporte une corbeille remplie de figues dans laquelle se cache un aspic. Un aspic, donc c'est un serpent, qui attendra avec patience que Cléopâtre approche sa main trop près de ses crocs, et c'est ainsi que, d'après Plutarque, Cléopâtre mourut empoisonnée. Donc il existe aussi plein d'autres versions, il y en a une autre aussi, elle aurait excité en fait le serpent avec un fuseau d'or pour qu'elle soit mordue plus rapidement. Mais au final, toutes ces versions ne sont que des spéculations de l'histoire. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Eh ben, en fait, déjà c'était pour vous donner envie de découvrir cette superbe histoire, et surtout parce que ça parle de serpents. Dans ce texte, donc Plutarque dit que Cléopâtre a été tuée par un aspic. Mais qu'est-ce qu'un aspic ? C'est un serpent venimeux. Oui, mais c'est surtout le surnom. Alors en fait, un aspic, à la base c'est une vipère. C'est une vipère qu'on retrouve dans toute la partie sud de la France, en Italie, Roumanie, jusqu'à la Grèce. Donc son petit nom technique c'est Vipera aspis,
Et là, normalement, vous vous dites, mais attends, Corentin, Cléopâtre, elle vivait en Égypte, pas dans le sud de l'Europe. Et là, je vous dirais, exactement, Billy. Mais ce n'est pas tout, car le poison de vipère ne tue pas. Il va s'attaquer à ton appareil circulatoire en faisant coaguler ton sang, et il s'attaquera aussi aux parois de tes vaisseaux sanguins, provoquant enflure, rougeur, maux d'estomac, vomissements et plein d'autres. Donc si je résume maintenant, Cléopâtre, elle serait morte à cause d'un serpent venimeux, mais non mortel, qui ne se trouve pas où elle habite. Ça sent l'embrouille quand même. Du coup, est-ce que vous avez une idée de l'espèce mortelle de serpent qu'on pourrait trouver en Égypte et qui l'aurait tué? Le cobra royal? Eh bien non, Lilian, ce n'est pas le cobra royal, mais c'est le cobra d'Égypte, qui ne sont pas les mêmes espèces. Et en fait, le terme aspic, ça désigne les serpents venimeux, comme tu disais, Lilian, tout à l'heure, en général. Et souvent, on a pensé que c'était une vipère. Et si jamais vous regardez maintenant des peintures de la mort de Cléopâtre, vous pourrez voir dessus que quelquefois, on a une vipère de peinte et non un cobra. Et en fait, il existe 4 types de venin chez les serpents. Donc il existe le venin protéolytique, qui est un peu l'ancêtre des 3 autres, car c'est un mélange de tous, et il a la particularité en plus de s'attaquer à certaines protéines en les découpant en petits morceaux. Et donc les autres venins, ils sont beaucoup plus spécialisés dans leur fonction. Donc on a le venin hémotoxique, donc qui attaque les cellules sanguines et des protéines impliquées dans la coagulation, donc c'est le cas des vipères justement. Donc en coagulant, le sang va s'épaissir et ne plus passer dans le cœur, provoquant un arrêt cardiaque dans les cas les plus extrêmes. On a aussi le venin cytotoxique, donc lui il va juste s'attaquer sur toutes les cellules autour de la morsure, donc provoquant beaucoup de nécrose. Et enfin mon préféré, donc c'est le venin neurotoxique, donc en fait il va s'attaquer au système nerveux, il va s'attaquer au système nerveux, empêchant ainsi le cerveau de donner des informations aux muscles, et petit détail important, le cœur est un muscle. Pour terminer, donc, les vipères sont une espèce peu agressive, comme beaucoup d'autres espèces du monde animal au final, et elles n'attaqueront que si elles se sentent en danger. Donc faites très attention lorsque vous êtes en montagne, car elles pourraient se cacher derrière des zones d'ombre, comme des cailloux un peu gros. Et je vous laisse là-dessus, on retrouve Lilian juste après qui va nous parler de l'histoire de la médecine, et on écoute le titre Cléopatra de The Lumineers. C'était The Lumineers avec leur dernier album Cléopatra. Vous êtes sur Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet, et on écoute maintenant Lilian qui va nous parler de l'histoire de la médecine. Oui, alors du coup, juste avant de commencer, la dernière fois j'avais parlé de Léonard de Vinci, et j'avais dit que j'allais en parler, mais j'en ai pas parlé. En fait, pendant la Renaissance, il y a beaucoup de peintres et d'artistes qui faisaient des stages chez des chirurgiens et qui dessinaient leur dissection pour connaître ce qu'il y avait en fait sous la peau et pouvoir mieux dessiner après les corps dans les tableaux. Et c'est le cas de Léonard de Vinci par exemple, dont les croquis sont très célèbres. Maintenant je vais vous parler de l'évolution de la médecine depuis le XVIIIe siècle. Donc au XVIIIe siècle, on invente une science qui s'appelle l'épidémiologie. En fait, c'est l'étude de la propagation des maladies à travers ce qu'on appelait à l'époque les humeurs. Donc les humeurs, en fait, c'était tout ce qui pouvait transmettre en fait des maladies. Et c'est un petit peu l'époque où on se lavait pas trop et on se parfumait parce que l'eau, c'était quelque chose qui véhiculait justement ces humeurs. Et qui pouvaient donner des maladies. Mais il y a aussi beaucoup de choses un petit peu aberrantes qui se passent pendant ce siècle-là. C'est le siècle où on utilisait la trépanation, donc le fait de faire des trous dans le crâne un petit peu à tort et à travers. Genre, on soignait les migraines chroniques, donc les gens qui avaient tout le temps des migraines, on se disait, tiens, on va leur faire un trou dans la tête pour qu'ils aient plus mal à la tête. C'est pas... Enfin voilà, il y a des tas de... Mais est-ce que ça fonctionnait ? Alors non, ça ne fonctionnait pas, contre toute attente. Ça ne fonctionnait pas. Et bon, il n'y a pas énormément... j'ai pas trouvé énormément de progrès vraiment significatifs jusqu'au début du 19e siècle où là, il y a notre cher ami Louis Pasteur qui a fait énormément de découvertes, notamment... sur la vaccination avec les premiers vaccins, notamment contre la rage. Ce qui fait aussi Pasteur, c'est qu'il va démontrer des théories un petit peu... il va démontrer que
la théorie de la génération spontanée est fausse. En fait, ce que c'est la théorie de la génération spontanée, c'est que les êtres vivants, ils pourraient en fait naître à partir de rien. C'est ça la théorie de la génération spontanée. Et jusqu'au 19e siècle, il y a des gens qui y croyaient vraiment, c'est-à-dire une feuille qui tombe dans l'eau, et ben ça pouvait donner des poissons ou ce genre de choses. Et lui, il va montrer ça avec des... En gros, il va montrer ça avec des micro-organismes. En fait, il va stériliser de l'eau avec du sucre. Et comme c'est stérilisé, ben, il va pas y avoir de microbes qui vont se développer. Et après, il va rajouter de la poussière. Et dans la poussière, il y a un petit peu de micro-organismes. Et là, il va voir que ça va se développer. Donc, à travers cette expérience... Quand t'as dit stériliser avec du sucre, c'est que tu... En fait, non, il fait un mélange eau-sucre qui stérilise. Voilà. Parce que sans sucre, les micro-organismes, ils se développent pas trop. Voilà. Et sinon, il y a... Du coup, il montre l'importance de stériliser les objets. Et à partir de là, va y avoir beaucoup plus de... On va stériliser les objets pour la chirurgie, et juste quelque chose, j'ai vu juste avant... j'ai vu que c'est à ce moment-là où les médecins ont commencé à se laver les mains à l'eau chaude, qui du coup détruit les micro-organismes, avant de faire accoucher des femmes enceintes, et ça a réduit énormément le nombre de fièvres liées justement à l'accouchement, et dont beaucoup de femmes mouraient après avoir enfanté après avoir accouché, en fait. Et du coup, ça a augmenté de façon significative le taux de survie des personnes après les opérations et aussi après les accouchements. Du coup, c'est bien. Et à la fin du 19e siècle, il y a des choses un petit peu plus importantes qui se sont développées. Par exemple, c'est les débuts de la radiologie, de la radiographie à rayon X. C'est aussi la période où on démontre que les saignées, elles sont pas forcément toujours bonnes. Tu peux développer sur la radiographie, parce que ça paraît, pour l'époque, ça paraît étonnant, oui, mais c'est juste le début de... Si tu veux, ils voient qu'il y a de la radioactivité, et qui permettent de voir à travers à travers le corps, mais c'est pas très développé. C'est juste les tout débuts des découvertes. Donc c'est pas significatif tout de suite. On va pas faire des radios directement. Oui, non, c'est pour ça. Tu disais, Voilà. Ça paraissait étonnant. Et c'est aussi, donc je disais, c'est le début aussi où on montre que les saignées, elles sont pas forcément bonnes. Et ils ont démontré notamment que dans le cas de pneumonie, c'était même très néfaste pour les patients de leur faire des saignées. Alors ensuite, au XXe siècle, il y a aussi il y a par exemple Alois Alzheimer qui va décrire la maladie qui porte aujourd'hui son nom et dont on n'a toujours pas de traitement fiable. Enfin, on a des traitements qui réduisent un petit peu de façon très légère les effets, les symptômes, mais on ne peut pas la soigner encore, malheureusement. En 1921, on découvre aussi les premiers... Enfin, on réussit à extraire de l'insuline et on prépare les premiers traitements contre les diabètes sucrés. Ensuite, il y a la pénicilline qui a été aussi très... Qui était une grande avancée. Qui a été une grande avancée, oui, et qui a permis de sauver énormément de vies. Il y a aussi la chirurgie cardiaque, par exemple, en 1920. Il y a les premières valves cardiaques artificielles qui ont été créées. Donc, ça fait pas mal d'avancées. Et en fait, les 2 derniers siècles, c'est les siècles où il y a eu le plus d'avancées en médecine. Et même... et ça continue encore, et c'est plutôt bien parce que du coup, on est mieux soigné et on vit plus longtemps. Eh bien merci Lilian, maintenant on écoute un extrait du dernier album de Michael Moore et on retrouvera juste après Nicolas qui nous fera son quiz sur l'hiver.
Bonjour ou rebonjour sur Science Infuse, vous êtes déjà dans la dernière partie de l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet, et je laisse le micro à Nicolas qui va nous faire son quiz sur l'hiver. Alors je vous ai préparé un petit quiz, donc c'est un quiz plutôt simple avec des réponses vraies ou fausses, parce qu'il y a des questions qui vont être assez pointues, c'est dommage qu'on n'ait pas Flo avec nous, mais bon, je pense que vous pouvez vous en sortir. Donc la première question, c'est une question assez facile pour commencer, c'est vrai ou faux, l'hiver s'étend sur 4 mois différents. Faux, ça dépend des régions où tu te trouves. Alors je parle de l'hiver en France, métropolitaine. Ah, c'est faux, c'est 3 mois. Ah bah oui. Ah non, c'est 3 mois, mais c'est sur 4 mois différents. Donc vrai. Vrai pour Magali, Lilian? Ouais, moi, je suis tenté de dire vrai aussi. Bah oui. Vrai. Oui, bah oui, c'est vrai. Vous pouvez me les citer, les 4 mois? Bah décembre, janvier, février, mars. C'est ça. Donc le 21 décembre jusqu'au 20 mars. Question numéro 2. En France métropolitaine toujours. En hiver, il fait plus froid chez nous parce que la Terre est plus loin du Soleil. Attends, tu peux la refaire? Bon, donc, si je vais te demander si mon affirmation est vraie ou fausse, je te dis, en France métropolitaine, en hiver, il fait plus froid parce que la Terre est plus loin du Soleil. Il me semble que c'est faux. Non, je pense pas. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec Magali. Bah, c'est vrai. Non, parce que il me semble que l'ellipse en fait que suit donc la Terre, l'hiver en fait c'est quand on est le plus proche du Soleil. Il me semble. Donc ce serait faux pour Magali et Corentin, mais vrai pour Lilian? Oui. Eh bien, c'est Magali et Corentin qui ont raison. En fait, l'été et l'hiver, vous avez peut-être déjà entendu, il est inversé dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Donc ça, c'est dû à l'inclinaison de la Terre, en fait. Et du coup, effectivement, quand on est en hiver chez nous, on est plus proche du Soleil qu'en été. C'est dû à l'inclinaison de la Terre qui fait que nous, on va recevoir moins souvent du Soleil. Et du coup, même si on est plus proche du Soleil, eh ben, il fera quand même plus froid. Donc ça veut dire que l'hiver ici sera moins froid que l'hiver dans les pays du sud, parce que les pays du sud du coup ils sont en hiver, enfin les pays qui sont à l'opposé de nous, Ouais, donc qui sont en été maintenant, quand ils seront en hiver, la Terre sera plus éloignée du Soleil, donc en plus d'être plus éloignées, elles auront aussi l'inclinaison. Alors est-ce que du coup l'éloignement la distance Terre-Soleil joue un jeu dedans ou pas? L'éloignement, il joue un jeu, mais minime. Donc il n'y aura pas de différence entre les hivers. Il y a sûrement une différence, mais vraiment minime. Parce D'accord. que c'est beaucoup dû à... Bah, comme Emma en avait parlé sur son quiz, je crois, sur les planètes, elle disait que Vénus, c'était pas la planète la plus proche du Soleil, mais que c'était la plus chaude. Oui, c'est C'est vrai. dû à l'atmosphère, et donc du coup, il y a un petit décalage, en fait, du coup, vu que la trajectoire, ça fait une ellipse, il y a un petit décalage de distance, qui fait que là, nous, on est plus proche du Soleil quand on est en hiver chez nous que quand on est en été chez nous, mais ce sera pas vraiment significatif. D'accord. Question numéro 3. Il peut neiger par plus de 0 degré. Parce qu'on dit qu'il neige quand il fait 0 degré, donc que l'eau c'est de la glace. Mais est-ce que c'est possible qu'il neige par plus de 0 degré? Ouais, parce que c'est pas la même, c'est pas obligatoirement la même température en altitude où la neige va apparaître et là où elle va arriver. C'est aussi une histoire de pression. Je serais plus d'accord avec l'explication de Lilian. Alors bah, en fait vous avez tous les trois raison. Donc c'est une question de pression. Effectivement il peut neiger par plus de 0 degré si les variations de température-pression sont en adéquation. Mais l'explication de Corentin elle est vraie aussi, c'est-à-dire que si on se met toujours dans l'idée où on est chez nous, donc à Nancy, où il fait peut-être 1 ou 2 degrés là où on est en train de marcher, donc dans la ville, mais en altitude il fait une température on va dire de -2, donc la neige se forme. Et en fait la neige n'aura pas le temps de fondre, le temps de tomber, et du coup il va neiger alors qu'il fait une température supérieure à 0. Et en fait on estime la distance qu'un flocon de neige peut parcourir en tombant d'environ 300 mètres. Donc c'est-à-dire que si 300 mètres au-dessus de nous il fait -2, -3 degrés, et ben, il pourra neiger même par des températures un petit peu plus élevées, genre 3 ou 4 degrés, parce qu'il n'aura pas le temps de fondre. Question numéro 4, vrai ou faux, il ne neige pas s'il fait -20 degrés. Il doit grêler, non, du coup? Du coup, c'est toujours la même chose, c'est une question de pression. Moi je dirais aussi, comme Lilian. Alors on va pas parler de pression du coup, parce que dans ce cas oui ce serait possible dans certaines conditions, on va dire toujours, on prend l'exemple, on est à Nancy, il n'y a pas de changement de pression, juste température. Du coup Corentin tu nous dis ce serait de la grêle. Ouais voilà, parce que tout simplement. Et Lilian, c'est vrai ou faux pour toi? J'en sais rien parce que... J'en sais rien. Je sais pas non plus du coup. D'accord, alors la question elle est en partie vraie. Donc je vais juste vous expliquer vite fait, c'est qu'en fait la neige, c'est un phénomène particulier qui se produit que à des conditions de température-pression précises. Donc admettons on reste à pression constante. Ce qui se passe c'est que les flocons de neige ils vont avoir différentes formes en fonction de la température. Et donc en fait donc vous pouvez voir un flocon à peu près quelle tête ça a. Sauf qu'il aura cette tête qu'environ que jusqu'à -4 degrés.
En dessous de moins 4 degrés, il va avoir une forme différente et tous les 5 ou 6 degrés, ça change. Et en fait, en dessous de moins 18 degrés, ce qui se passe, c'est que les flocons de neige, en fait, ils sont plus visibles. Et en fait, ça fait des vraiment tout petits points de glace, si vous voulez, qui font la taille de grains de sable, donc c'est de l'ordre du micromètre, même plus petit, et qui tomberont. Donc du coup, c'est un peu comme Corentin dit, des grêlons, mais c'est vraiment beaucoup plus petit. C'est juste qu'on les verrait limite même pas, en fait. Ce serait comme quand ils bruinent, en fait, vous voyez, sur la mer, bah là, ce serait pareil, mais avec de la glace qui tomberait. Mais du coup, comment on explique la différence de taille des grêlons si la température est identique dans deux cas différents? Alors les grêlons, c'est autre chose, en fait. C'est des conditions différentes, mais en altitude. D'accord. Donc ça, c'est pas encore pareil que la neige. Parce qu'il y a des averses de grêle en été, par exemple. C'est parce que en haut, en fait, c'est vraiment, ça se passe vraiment en altitude. Où en fait, en altitude, tu auras toujours des températures négatives à 10 000 mètres d'altitude, en fait. D'accord. Je pense que c'est dû à ça, mais la neige, c'est autre chose encore. Et dernière question. En hiver, au pôle, cette fois-ci, le jour ne se lève pas toutes les 24 heures. Le soleil ne se lève pas. En hiver? À quel pôle? Aux deux pôles. Bah c'est vrai. C'est vrai, du coup. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Alors, c'est ce qu'on appelle la nuit polaire, qui fait que quand on est en hiver, donc au pôle Nord, ou alors en hiver au pôle Sud, il y a une période de 6 mois pendant laquelle il fait nuit et qu'on ne voit jamais le soleil qui se lève en entier. C'est-à-dire qu'il y aura le soleil on verra un tout petit bout à la surface à certains moments, et encore c'est très rare. Et sinon, en fait, pendant plusieurs mois, il va faire nuit. Et du coup, en été, c'est le phénomène inverse, c'est le jour polaire, et en fait, le soleil ne va jamais se coucher complètement. Et pareil, ça dure pendant presque 6 mois. Et en fait, plus on augmente en latitude, plus il y aura de différence de temps entre le jour et la nuit. Oui, là par exemple, il me semble que par exemple dans les pays nordiques, à 15h30 il fait nuit, et voire même 14h il fait déjà nuit, alors que nous c'est qu'à 17h30. C'est ça, par exemple, nous, vous connaissez le solstice, donc quand par exemple il y a, je crois c'est 8 heures le minimum d'un, donc, par exemple pour le solstice d'hiver, il y a 8 heures de jour pour 16 heures de nuit. Mais en fait, plus on monte en latitude, plus la différence du solstice elle est élevée, donc j'ai pas de chiffre exact, mais par exemple sûrement en Suède, comme tu parlais Magali, c'est possible qu'il y ait que 6 heures de jour et 18 heures de nuit. Donc voilà, c'était tout pour ce quiz sur l'hiver. Eh bien merci Nicolas, c'est malheureusement déjà la fin de l'émission. On vous souhaite à tous de bonnes vacances, on se retrouve dans 2 semaines, et en attendant vous pouvez nous suivre sur Facebook et YouTube où vous retrouverez toutes nos anciennes émissions. Bonne fête à tous! If you wanna let go, so I'll let you go.